bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Aignon, CDO du groupe L'Occitane. Avec une présence dans 90 pays et un réseau de 2000 points de vente, la célèbre enseigne de cosmétiques née à Manosque est un poids lourd du retail et du e-commerce. Après un parcours professionnel 100% retail mais aussi 100% digital, Christelle a rejoint L'Occitane en septembre 2018. Avec elle, nous allons bien sûr évoquer les missions qui sont les siennes et revenir sur nos 3 grands thèmes de prédilection, à savoir à l'ère du Covid, qui est le consommateur, quels sont ses comportements d'achat, bref, comment le marché des cosmétiques se comporte-t-il. Ensuite, le commerce et le retail s'adaptent, bien sûr. Alors, quels sont les enjeux et les perspectives marché ? Et puis enfin, nous discuterons de la façon avec laquelle les annonceurs comme l'Occitane peuvent prendre la parole, quel type de relations les marques peuvent ou doivent-elles entretenir avec leurs clients. Alors bonjour Christelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Donc, écoute, j'ai commencé mon parcours à la sortie de l'école dans le groupe Hachette, qui est donc un groupe d'édition comme tout le monde le sait, et notamment particulièrement aux éditions Harlequin, où j'ai occupé en fait des fonctions marketing et de ce qu'on appelait à l'époque marketing direct et qu'on appelle plutôt aujourd'hui CRM. Où l'idée était effectivement de recruter et de fidéliser des clientes pour cette belle marque. Mais tu peux nous rappeler Harlequin ? Ouais, Harlequin, en fait, bon, c'est connu. Rappelle-nous cette belle édition que c'est Harlequin. Alors, bon, les éditions Harlequin, en fait, c'est une société qui est née au Canada il y a maintenant plus de 60 ans, dans la ligne du Reader Digest et qui produit des petits romans d'amour avec des auteurs qui sont répartis partout dans le monde à un niveau de, de publication jamais atteint, parce que je pense qu'ils doivent, à l'époque, on devait être à plus de 200 livres publiés chaque année sur cette maison d'édition. C'était passionnant. C'était un moment où j'ai appris mon métier. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, qui étais plutôt littéraire, j'avais choisi l'édition pour cette raison. Et en fait, j'ai découvert surtout le monde du marketing et du marketing direct avec des gens qui étaient passionnés et qui m'ont donné vraiment cette envie de continuer. Et là, je travaillais sur les fichiers, sur la communication, sur évidemment la logistique. Et ça a été un moment passionnant qui m'a d'ailleurs très bien préparé à la suite. Puisque en fait, partant de ça, je suis arrivée dans les années 98-99 en découvrant Internet, en me disant bon sang, mais c'est bien sûr, c'est finalement la suite de mon métier. Et j'ai ensuite en fait décidé de partir dans ce qu'on appelait à l'époque un incubateur de sites qui avait été fondé par Antoine Coubret aux éditions Atlas, encore une maison d'édition un peu différente, mais aux éditions Atlas. Et en fait, l'idée à l'époque, c'était, comme le faisaient les éditions Atlas, de lancer un certain nombre de sites. Eux, ils appelaient ça des concepts. Donc, on lançait des sites. On avait lancé des sites pour jeunes mamans, des sites pour et papa d'ailleurs, des sites autour d'une encyclopédie virtuelle, un site autour de la gastronomie, puis un site autour du tourisme.
Ouais, des sites Et en fait, thématiques, quoi. voilà, c'était des sites thématiques, mais qui pouvaient aussi être marchands. Ouais. Et ceux qui fonctionnaient bien, en fait, on y mettait plus d'argent et derrière, on lançait des campagnes de recrutement et de fidélisation. Enfin, ça a été une expérience vraiment très marquante dans ma vie, à la fois professionnelle mais aussi personnelle, parce que en fait, on a été tous recrutés à peu près au même moment, une trentaine de personnes. Et en fait, on a vécu une aventure humaine passionnante, sans hiérarchie. Donc en fait, avec la force à la fois de notre collaboration et notre capacité à convaincre les autres, on a monté tous ces sites et toutes ces belles expériences. Et c'est des gens qui sont devenus des amis pour la vie. Et d'ailleurs, je suis ici dans une maison avec bon nombre de ceux qui étaient de cette aventure en vacances. Donc c'est pour dire que c'était il y a maintenant plus de 20 ans et ça a été une expérience fabuleuse. Tu fais bien de le Voilà. préciser, parce que effectivement, on enregistre aujourd'hui, on est le 19 juillet 2020 Août, août. août, pardon, 2020, et tu nous fais le plaisir de répondre alors que tu es encore en vacances et on fait tout ça à distance. Voilà, la parenthèse est refermée. Je Voilà. te laisse reprendre la parole. Voilà, bon, alors ensuite, cette belle presque parenthèse enchantée a pris fin avec la bulle Internet qui a explosé Mhm. et tous les investissements qui nous ont été en fait coupés. Et j'ai décidé à ce moment-là de rejoindre le groupe Yves Rocher, notamment pour travailler sur Daniel Jouvence, à la fois en marketing direct et en digital, où j'ai, avec d'autres, créé en fait toute la structure de vente Daniel Jouvence sur l'e-commerce. Donc là, en 2001, on est Pendant, déjà en train de parler de e-commerce chez Daniel Jouvence. on est déjà en train de parler d'e-commerce chez Daniel Jouvence. Il faut savoir que Daniel Jouvence n'était vendu que en vente par correspondance et il était absolument temps de se lancer sur une vente en ligne, ce que nous avons fait très vite, avec évidemment des croissances qui ont été vertigineuses dès le lancement. Tout en se disant finalement que le digital n'allait pas forcément aller empiéter sur le sujet de la VPC. C'était un pari qu'on avait pris. La VPC était évidemment un secteur qui fonctionnait très bien, qui était très margeuse. Et l'Internet à l'époque avait pas forcément bonne presse, d'une part parce qu'il y avait eu la bulle qui avait explosé, et puis d'autre part parce que toutes les sociétés qui s'étaient lancées perdaient énormément d'argent. Donc clairement, on était encore dans l'ordre de l'expérimentation avec quelque part comment dirais-je, une crainte vraiment que ça ne soit pas finalement une activité très rentable. Et toi, Moi, je ne croyais pas du tout. Je et toi, savais que ça allait mais être quel était ton rentable. rôle là, quel était ton rôle là-dedans? Alors C'était quoi ce que tu faisais mon rôle, plus? c'était déjà un rôle global qui était en fait de recruter, fidéliser les clientes, travailler sur les bases de données, travailler sur l'offre, travailler aussi sur les sujets de plateforme. Un rôle assez global finalement. On n'était pas très nombreux et il fallait être au four et au moulin. Avec une force qui était quand même très, très importante, qui était celle de se dire qu'on avait déjà des piliers logistiques en place qui étaient déjà montés grâce à la vente par correspondance et aussi finalement une façon d'analyser qui n'était pas très éloignée de celle de la vente par correspondance. Même si à l'époque la direction était je dois dire assez en point d'interrogation sur le digital, étant donné le contexte de l'époque, comme je le rappelais tout à l'heure, avec quand même beaucoup d'entreprises qui perdaient de l'argent. Et donc là, pendant 6 ans, finalement, tu fais tes armes dans le e-commerce, tu découvres avec la création même de ce qu'est le e-commerce Ouais. différentes choses. Tu passes en 2007 au niveau d'une nouvelle marque, au niveau du groupe chez Yves Rocher, tu fais... Alors, je passe au niveau du groupe et là, je passe dans un rôle qui est finalement le même que celui que je vais décrire tout à l'heure, qui est chez l'Occitane, qui est un rôle global, un rôle transverse. Donc, mon rôle, c'était à la fois, effectivement, d'être sur du bench et de trouver les outils pour pouvoir construire un Internet solide au niveau de la marque Yves Rocher, les construire, hein, mettre en place des plateformes, mais aussi en fait diffuser les pratiques à l'international. À l'époque, on était sur 18 pays et l'idée c'était d'aller un cran plus loin
et d'aller vraiment challenger, dynamiser les différents pays pour pouvoir faire croître le e-commerce qui évidemment à ce moment-là était sur une rampe de lancement tout à fait importante. Et puis aussi, et ça c'est un rôle le majeur, qui était la discussion avec la direction de la marque pour finalement leur faire comprendre quels étaient les ressorts du e-commerce et montrer grâce à des analogies, notamment par rapport aux boutiques, qu'on était en capacité d'aller créer de la valeur avec ce nouveau mode, ce nouveau canal et circuit de distribution. Hyper intéressant ce que tu dis, parce que finalement, là, tu es aux prémices de ce que l'omnicanalité va devenir. Il y avait, j'imagine, en fait, une forme de silo organisationnel avec d'un côté le digital et puis peut-être les ventes en magasin de l'autre à cette époque-là. Les ventes en magasin et la VPC. Et la VPC, qui était encore un canal très, très important. Donc effectivement, ça a été réussir à trouver les ponts, à expliquer ce qu'on faisait, à s'ouvrir, puisque on sait bien qu'on était très village gaulois à l'époque et on est resté encore pendant de nombreuses années sur l'e-commerce. Donc se dire qu'on était fort entre nous en e-commerce, mais que justement cette force, il fallait qu'on soit en capacité de la déployer aussi à l'extérieur pour pouvoir faire comprendre quel était notre métier et quels étaient les ressorts de notre métier, en créant des analogies qui parlaient à tout le monde. Concrètement, comment tu fais avec les autres équipes pour réussir justement cette jonction, ce passage entre les deux? Je pense que c'est purement, ça a été beaucoup humain, c'est-à-dire que aller créer de la relation avec les autres, aller discuter du métier, trouver finalement quels étaient les points communs, montrer aussi que finalement ce qu'on était en train de communiquer sur le digital, ça allait aussi servir les boutiques. Et je vais peut-être passer justement à la prochaine étape de mon parcours, qui a été finalement la gestion du digital sur le marché France, puisque auparavant j'étais sur l'international. Et là, le point intéressant, c'est que mon patron était le patron en fait ce qu'on appelait le retail à l'époque, qui était finalement les boutiques. Donc en fait, mon patron était le patron des boutiques et moi, sous sa responsabilité, j'avais finalement en charge de faire émerger et croître le e-commerce, mais aussi finalement de donner les outils nécessaires aux boutiques pour pouvoir faire en sorte qu'elles comprennent mieux la vente en e-commerce, qu'elles puissent aussi, pourquoi pas, en faire la promotion, ce qui était assez compliqué, et puis se rendre compte qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, qu'aujourd'hui les clientes étaient digitales et que c'était la même qui était à la fois donc derrière son ordinateur et qui pouvait aller en boutique le lendemain. Et c'était super intéressant parce qu'en plus chez Yves Rocher, le point c'est que ces clientes, les boutiques sont des franchises. Donc ça veut dire que ce sont des femmes souvent entrepreneuses qui ont mis leur argent sur la table pour pouvoir aller ouvrir ces boutiques, pour pouvoir les faire fonctionner, et qu'elles voyaient évidemment d'un très mauvais œil l'arrivée et l'émergence du e-commerce chez Yves Rocher, qui était de fait finalement géré de manière assez centralisée. Comment ? Alors attends, 2 secondes là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne. Est-ce qu'en 1 minute, tu peux nous dire comment vous avez fait pour réussir à fédérer les franchisés autour de cette problématique-là ? Alors, management, comme je l'ai dit, mon patron était le patron des boutiques. Ça faisait longtemps qu'il était dans la marque. Il y avait une confiance absolue qui s'était nouée entre lui et ses partenaires franchisés. Donc, il y avait de la confiance dès le départ. 2, on a sillonné la France en long, en large et en travers en faisant des dîners-débats où forcément, dans la salle, il y avait des gens plus jeunes, plus rompus aux méthodes digitales, qui finalement étaient aussi des alliés dans cette évangélisation autour du digital. Et 3, on leur a donné des outils, c'est-à-dire qu'on a construit des outils qui étaient finalement des mini-sites qu'elles pouvaient aller utiliser de façon assez simple pour pouvoir mettre en avant notamment les soins, puisque en fait chez Yves Rocher, tu sais qu'il y a à la fois des produits et des soins qui sont dispensés en boutique. Et donc les soins, c'est vraiment à la main de ces partenaires, et voilà, et qu'elles puissent finalement prendre en main aussi des outils digitaux, s'en servir pour faire des commandes, pour pouvoir aussi aller gérer de la communication, etc.
Et en fait, eh bien, ça a commencé à prendre de cette manière-là parce que je pense que les unes et les autres se sont rendues compte que c'était imparable. Il y avait un moment où il fallait aussi qu'elles communiquent elles-mêmes sur le digital pour être visibles et pour que leur boutique soit visible. Alors, on parlait pas encore beaucoup de géolocalisation à l'époque, mais on était déjà dans des dimensions locales quand même. On était déjà dans des dimensions locales finalement dans l'approche. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, finalement, tu as cette expérience chez Yves Rocher. J'accélère un tout petit peu parce qu'il faut qu'on avance. Ensuite, tu passes dans une marque qui est ultra connue, qui s'appelle Petit Bateau, avec un focus marketing et digital. Raconte-nous un peu, en fait, la mission qui était la tienne quand tu es arrivé. Quand je suis arrivée chez Petit Bateau, l'objectif, c'était la croissance de l'e-commerce et la croissance du retail boutique, avec évidemment une forte, comment dirais-je, une inclusion très très forte autour de la politique de relation aux clients, qu'elle soit digitale, soit se fasse par CRM, papier ou même dans les boutiques. Donc l'idée, c'était de faire croître la marque en France, beaucoup, mais beaucoup aussi à l'international et notamment au Japon, qui est le deuxième marché de Petit Bateau et dans d'autres pays. Là, ça a été une situation extrêmement intéressante parce que je suis arrivée avec mon bagage très CRM, très e-commerce, très expert, etc., dans une marque très retail qui avait beaucoup tourné avec les boutiques et d'ailleurs avec du wholesale aussi beaucoup, c'était une marque de B2B. Et donc, j'arrive avec ces bagages intéressants et il a fallu faire la jonction. Et cette jonction, elle s'est faite très naturellement par une chance que j'ai eue dès le départ, c'est que Patrick Bergamon, le directeur général, avait décidé de positionner ce poste au COMEX. Donc, j'ai été aussi avec mes collègues, à la fois du commerce, de l'offre, de logistique, dans une équipe très resserrée, très collaborative, avec une vraie envie de développer cette marque et de la faire fonctionner. Et donc, à partir de là, ça a été assez facile finalement de composer une équipe e-commerce très forte, très axée sur ses piliers, son expertise, la faire collaborer, parce que comme tu le disais tout à l'heure, avant l'émission, le départ de l'émission, en fait, souvent les équipes e-commerce aussi fonctionnent en silo. Donc là, l'idée, c'était de rapprocher tout le monde dans une logique vraiment où chacun avait son rôle d'empowerment, chacun avait son rôle, avait sa capacité de décision et on avait des points de jonction très réguliers pour pouvoir être de plus en plus au contact de nos clients et de leur offrir des services qui étaient toujours très intéressants. Il y avait des sujets qui ont démarré à partir de jeunes presque stagiaires qui disaient mais pourquoi est-ce que finalement on n'est pas dans le développement durable, pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas aux clientes de pouvoir racheter ou revendre des produits d'autres clientes et on a monté des applis autour de ça. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup d'idées et une énergie dans cette équipe qui était formidable. Et en fait, cette énergie, elle a commencé vraiment à se diffuser au sein de l'entreprise. Et finalement, le fait de mieux communiquer avec les autres, et ça, c'est vraiment un point que j'ai appris avec nos collègues, encore une fois, de la collection, de la logistique et autres, finalement de leur partager cette passion, ils ont eu aussi envie finalement de nous aider et ça a été une croissance faramineuse dont je ne pensais même pas qu'on était en capacité de le faire en arrivant. Et ça dans tous les pays, avec notamment le Japon qui a été particulièrement en croissance à ces moments-là. Donc Petit Bateau, une magnifique expérience avec beaucoup d'innovation et effectivement en 2018, après 17 ans de bons et loyaux services dans le groupe Yves Rocher, puisque Petit Bateau appartient à Yves Rocher, j'ai décidé de sauter dans l'expérience L'Occitane. Et en fait, aujourd'hui, je suis plutôt donc dans la partie corporate, globale, où je suis en charge à la fois, on pourrait dire de l'expérience client, où en fait on s'appuie sur deux grandes expertises qui sont à la fois la data, la customer data et la customer experience.
et pour pouvoir aller nourrir des expertises qui sont également dans mon équipe autour de l'e-commerce, du social, du CRM, du service client et des boutiques. Écoute, Donc, en fait, notre rôle, il est de diffuser tout ça. Voilà. On va aller plus loin dans l'Occitane. Merci pour cette première présentation. J'adore en fait la façon avec laquelle on vit la maturité du marché digital et e-commerce en France au travers de tes expériences. On voit bien que les choses, tu vois par exemple quand tu nous parles d'Yves Rocher, on parle justement de la contrainte de faire comprendre aux franchisés l'intérêt du digital. Et quand tu passes chez Petit Bateau, bon, tu es déjà sur des sujets de RSE, d'organisation différentes des équipes. Et puis bon, maintenant tu es chez l'Occitane avec une vision groupe, une coordination globale. On va aller plus loin dedans. Merci beaucoup Christelle pour cette présentation détaillée de ton parcours qui nous conforte dans l'idée que ta prise de parole sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui va être intéressante. Justement, je te propose de revenir sur le consommateur, en fait le marché. Comme je le disais en introduction, dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire post-confinement, hein, même si là on est à l'été 2020, on est dans la période du Covid, on envisage, il y a beaucoup de choses qui se disent, alors je ne vais pas les commenter, mais bon, c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte un peu anxiogène. Le consommateur a changé, on l'a vu pendant le confinement. On a aussi perçu des habitudes qui finalement perduraient. La semaine dernière, par exemple, j'avais Anne Brouez du Club Med qui me disait, voilà, les achats de dernière minute qui étaient pas forcément ceux qui étaient les plus vendus, aujourd'hui on a l'impression, on s'attend à ce que ça devienne quelque chose, une structure de fond. Donc il y a un changement qui a été initié qui semble pouvoir perdurer. Bon, voilà, je te livre un peu tout ça comme ça. Comment, chez l'Occitane, vous percevez le marché? Quels sont les insights qui vous sont remontés? Alors, sur le plan de la distribution, pour commencer, il est clair que l'e-commerce a eu une expansion qui a été majeure pendant la période du Covid, hein, comme pour beaucoup. On a été à la fois surpris, mais l'agilité des équipes a fait que tout de suite on s'est adapté et on a eu vraiment un changement avec une croissance vertigineuse sur le e-commerce. Ça c'est un point. Aujourd'hui, la situation qui tend à se normaliser montre encore une part de l'e-commerce qui a quand même bondi et qui continue d'être assez forte et solide. Ça, c'est au niveau de la distribution. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, on a un sujet autour des tourismes. Hein. Tu sais que le groupe L'Occitane doit aussi beaucoup son succès à sa présence dans les zones touristiques et à celle du travel retail, qui évidemment s'est malheureusement écroulé pendant cette période et on estime aussi que ça risque de durer pendant un certain temps. Donc, on est là aujourd'hui, on sait que la part touristique est en train évidemment de se réduire fortement. Les centres-villes aujourd'hui ont bien résisté. Pour ceux qui n'étaient pas dans les parties touristiques, ils ont bien résisté parce que en fait, on pense, alors on est dans un contexte plus général, mais je vais juste évoquer en deux mots l'Occitane. On pense vraiment que à la fois le CRM, la communication, enfin des clients de proximité qui avaient l'habitude de discuter, d'avoir un lien avec nos vendeuses, ça a généré de l'attachement et donc une résistance forte de ce type de vente. Et évidemment, on voit, même si la tendance commence à s'inverser, on a vu en tout cas un trafic dans les centres commerciaux qui ne s'est pas relevé tout de suite, hein, qui est toujours quand même bien mis à mal. Et évidemment, c'est quand même assez lourd puisque le trafic est pas très présent ici. Peut-être que j'ajouterais aussi que dans les centres-villes, on peut aussi faire la différence entre les zones de bureaux, hein, où évidemment il y avait un commerce de proximité qui était assez fort. Les gens en sortant du travail ou lors de la pause déjeuner pouvaient aller acheter.
Et ça, ces zones-là sont aussi un petit peu mises à mal pendant cette période où le télétravail est encore quand même assez important. Donc voilà pour aujourd'hui la distribution. Pour ce qui est en fait de la sensibilité des clientes à des sujets qui nous importent tous, notamment celui de la planète Mais attends, avant d'aller, Ouais. je voudrais juste revenir sur un point. Je comprends bien que dans la distribution, finalement, tu as un physique, les réseaux qui souffrent, et on le comprend pourquoi, il n'y a pas besoin de revenir dessus, tu l'as très bien expliqué, et puis tu vois le e-commerce qui, pendant la période de confinement, a dû avoir des croissances ultra fortes, et puis quelque part qui maintient, sans que ça soit aussi fort, qui maintient quand même une part dans la distribution plus importante qu'avant le confinement, donc il y a eu une forme d'acquisition qui s'est faite. La question dans le futur sera de savoir si c'est au détriment ou pas des points de vente physiques, mais on peut imaginer que non. Est-ce que tu vois aussi un changement de catégorie? Est-ce que ce sont les mêmes produits qui aujourd'hui s'achètent, les mêmes best-sellers qu'avant le confinement? Alors, chez l'Occitane, c'est particulier parce que tu sais que un de nos best-sellers, c'est la crème pour les mains. Donc, évidemment, l'utilisation des gels hydroalcooliques assèche énormément les mains. Donc, forcément, ces crèmes-là ont été très fortement vendues et que la tendance perdure. Donc là, on est aussi assez conjoncturel. L'autre sujet, c'est le savon. Hein, le savon, Oui. On a presque eu des ruptures de stock au début de la période de Covid, parce que évidemment, enfin, l'Occitane, est présente aussi aux US et en Chine. Hein, donc nous, on a eu toute la planète qui a été impactée, comme tout le monde d'ailleurs, mais on a été impacté dès le début du mois de janvier avec la Chine pour continuer à être beaucoup mise à mal sur les US et le Brésil. Donc évidemment, ces catégories-là sont très fortes et elles l'étaient déjà auparavant, mais là, elles ont une puissance qui est plus importante. Peut-être que ça s'est fait légèrement au détriment d'autres catégories, mais il est clair que aujourd'hui, à la fois le savon et les crèmes mains marquent l'intérêt des clients. Ok, et justement, là, je t'ai coupé la parole, tu allais parler du RSE. Comment vos consommatrices, en fait, vous remontent ces sujets-là? C'est quoi comment vous arrivez à mesurer la sensibilité du marché par rapport à ces enjeux-là? Avant, on reviendra sur les réponses que vous apportez un peu plus tard, mais comment vous les percevez? Alors, on les perçoit, bon, on a des retours des clientes via nos boutiques, d'une part, hein, et puis nous-mêmes, enfin, moi, je vais assez souvent en boutique, donc j'entends souvent des clientes poser des questions sur la nature des produits, sur la composition des plastiques, sur tout un tas de choses. Donc, on voit déjà, rien qu'avec les verbatims, que on a cette sensibilité-là. On a aussi des NPS avec beaucoup de verbatims qui sont remontés là-dessus, des questions au service client. La voix du client, c'est évidemment aujourd'hui prépondérante et on s'organise pour pouvoir l'entendre. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas, il y a évidemment beaucoup d'écoute qui est faite de notre part et une sensibilité qu'on sent. On le mesure, hein, puisqu'on a des outils aussi pour mesurer sur les réseaux sociaux les mots importants et les points d'intérêt des clients. C'est ce qu'on appelle le social listening, c'est ça? C'est ça, exactement. Et là, on le voit bien remonter. Et puis c'est vrai que on a mis en place par exemple des éco-recharges il y a quelques mois, quelques années déjà. Là, on voit bien que ces éco-recharges qui aujourd'hui d'ailleurs sont vendus sur un certain nombre de produits ont un vrai succès et les clients sont intéressés. Et je pense que ça, ça marque vraiment une rupture par rapport à ce qu'on avait avant. On poussait les éco-recharges avant, on montrait un peu l'intérêt. Aujourd'hui, les clients y vont directement.
Ok. Donc on le mesure aussi à travers ça. Alors, passons au deuxième point, parce qu'en fait, on sent bien qu'on a envie d'y passer sur la façon avec laquelle vous avez adressé. Là, tu as commencé finalement à nous donner des éléments de réponse. On voit bien que le retail, quelque part, s'est adapté, s'adapte. Il y avait dans le retail et l'e-commerce ceux qui étaient plus près que les autres. Je pense au modèle finalement omnicanaux. Hein, on parle de commerce unifié qui a quand même prouvé sa force. Euh, mais aujourd'hui, tu vas nous en parler hein, sur l'Occitane, comment s'imbriquent bien ou pas le e-commerce, les différents canaux de vente et l'expérience d'achat entre le digital et le physique. Et puis de façon plus globale, la question que j'ai envie de te poser, c'est celle du point de vente, du rôle du point de vente, à la fois en tant que canal de distribution, mais aussi de rôle potentiel dans la supply chain. On a vu durant le confinement, finalement, les points de vente jouaient un rôle logistique en livrant en local. Voilà. Comment c'est un vaste sujet hein, que je te pose comme question, mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est comment on s'adapte, comment la proposition de valeur en termes de distribution ou de la façon avec laquelle on adresse le marché se structure aujourd'hui. Ouais. Alors bon, ce dont je pense qu'on est tous convaincus, mais ça va toujours mieux en le disant, c'est que l'omnicanal, c'est un enjeu majeur pour tout retailer et plus que jamais dans ces périodes troublées. Euh, Aujourd'hui, on se bat pour faire comprendre à tout le monde que le client qui navigue ou achète sur Internet, celui qui fait du lèche-vitrine, qui réalise un diagnostic de peau, qui découvre des parfums ou qui achète en boutique, c'est le même. Et partout, où qu'il soit ou presque, il dispose de cet objet qui est ô combien intime, qui est le smartphone. Donc à partir de ce constat, ce qu'on s'attache à faire hein, vraiment et depuis plusieurs années, c'est de se pencher sur tous les points du parcours client avec la marque, donc avec le client d'abord en tête, pour effacer les frictions qui pourraient intervenir et proposer des services adaptés au mode de vie des clients et aux contraintes qui leur ont été imposées, notamment pendant le Covid. Donc pour moi, le digital, il constitue souvent le premier contact avec la marque, notamment à travers les recherches que les clientes peuvent effectuer. Pardon, je dis beaucoup clientes parce que c'est vrai que de par mon parcours, j'ai beaucoup travaillé plutôt avec des clientes, donc à travers les recherches qu'elles font sur le web ou sur les réseaux sociaux. Les boutiques, pour nous, elles restent quand même le lieu ultime de l'expérience de marque, notamment pour une marque cosmétique, hein, où le toucher, les textures, les parfums sont majeurs, mais aussi elles renforcent le lien social. Et ça, je pense qu'on l'a tous vu au sortir du Covid, c'était important d'aller dans les boutiques, même si on était masqué, parce qu'il y avait cet échange et ce lien qui est plus difficile sur les sites e-commerce. Donc, partant de ce principe, notamment la marque L'Occitane, elle a développé des services pour répondre aux attentes de plus en plus pointues des clients, notamment sur les sujets de la livraison. Et une anecdote, enfin, qui n'est quand même pas une, mais aux États-Unis par exemple, on a beaucoup parlé du fameux curbside pick-up, où les gens viennent chercher leur colis ou leur commande sur le trottoir, pour ne pas avoir à entrer dans les boutiques et à risquer une contamination. Donc, en fait, il faut absolument qu'on s'adapte. Ça, vous l'avez mis en place en France ? Qu'on adapte les. Alors, aux États-Unis, on a commencé à le mettre en place. Ouais. On est même allé plus loin parce que, en fait, tout ça est très imbriqué. Hein. Je vais essayer de mettre les deux sujets en parallèle, mais il est clair que la chose dont on s'est rendu compte, le groupe L'Occitane sait qu'elle doit son succès aux vendeuses hein, en boutique notamment, qui, comme je l'ai dit, font bien présenter les produits, etc. Et on a particulièrement, enfin partout dans le monde, on s'est assuré que les vendeuses puissent avoir une source de revenus pendant la période du Covid, ce qui n'a pas été le cas dans toutes les entreprises. Et donc, du coup, on a souhaité, pour les pays où c'était possible, hein, notamment aux États-Unis, pouvoir mettre les vendeuses à contribution en leur permettant de faire presque du clienteling. C'est-à-dire que de leur donner les informations nécessaires pour pouvoir
aller communiquer avec leurs clientes pendant cette période du Covid, pouvoir passer des commandes pour ces clientes-là. Et on a des choses intéressantes, notamment je crois que c'est en Floride, où on a une responsable de boutique qui a doublé son chiffre d'affaires habituel juste en appelant ses clientes pour leur souhaiter un bon anniversaire pendant ces périodes-là. Donc, on a voulu faire contribuer les boutiques. C'est pour ça aussi que finalement, les livraisons, elles peuvent se faire à la fois évidemment chez les clientes, comme c'est le cas généralement, mais aussi dans les boutiques. Et c'était déjà en place chez l'Occitane depuis bien des mois. Et aussi, on envoie à partir de la boutique chez les clientes. Donc et ça existait avant l'envoi. Ça existait, pardon, je te coupe. Ça existait avant le confinement. Ouais. C'est un dispositif qui était existant, quoi. Ouais. Alors, pas partout dans le monde. En France, oui. Et aux États-Unis, on est en train de le lancer. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi en train de lancer des envois à partir des boutiques, mais de plusieurs boutiques. Parce que ce qui est pas évident, c'est que, OK, dans certains pays, on peut se dire qu'on a une boutique qui sert d'entrepôt. Mais quand la quantité de commandes est trop importante, il faut déporter sur une autre boutique. Et ça, logistiquement, c'est quand même assez compliqué. Donc, on est en train de mettre en place ça sur les États-Unis pour notamment permettre à certaines régions d'avoir une livraison qui soit beaucoup plus rapide, puisqu'on le fait à partir de la boutique qui est la plus proche du domicile de la cliente. Mais vous n'avez pas un centre, vous avez pas un centre central, enfin un stock central? On a les deux. Vous avez les deux. Ouais, on a les deux. Ouais. Ok. Donc il y a un ERP, enfin il y a tout un système d'information derrière qui est connecté, qui permet en fait d'organiser au travers d'un OMS probablement les stocks, la gestion des stocks. Et l'OMS qui a été choisi par l'Occitane, c'est pas un secret, c'est Manhattan. D'accord, très bien. Donc ça c'est fait. Et merci pour ces éléments de réponse. D'ailleurs, tu m'étais je vais faire la passerelle avec le troisième point. Tu parlais en fait de cet exemple aux États-Unis, de cette responsable de magasin qui avait contacté ses clientes pendant le confinement pour leur souhaiter un anniversaire, leur souhaiter un bon anniversaire, et qui a vu son chiffre d'affaires augmenter de façon significative. Tu parlais aussi des sujets RSE qui étaient remontés par les clientes. Globalement, ces deux sujets-là, c'est-à-dire finalement la prise de parole, que ce soit la façon au travers du CRM, parce que quand on parle en fait de la responsable de magasin qui appelle ses clientes, c'est parce qu'il y a un CRM derrière avec les données et qui lui permet de faire ça. Tu parlais aussi tout à l'heure du social listening. Le social listening, c'est parce que derrière, tu veux prendre la parole et tu veux bien la prendre et tu veux être percutant dans la façon avec laquelle tu vas communiquer. L'information, on l'évoquait, par exemple le RSE. Globalement, aujourd'hui, quels sont vos enjeux chez l'Occitane dans cette prise de parole, dans cette acquisition client, dans cette fidélisation? Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce qu'on fait la promotion produit de la même façon qu'il y a 6 mois? De moins en moins. L'idée, évidemment, d'être plutôt proactif et prédictif, ce sont les maîtres mots, et surtout de travailler sur de l'hyper-personnalisation. Alors, pourquoi tout ça? Évidemment, pour générer de la préférence de marque, mais les clientes, je pense, ont vraiment évolué dans leur compréhension et dans leur mode de fonctionnement. Elles jugent assez mal les marques qui ne les reconnaissent pas et qui s'adressent à elles de façon standard. Et j'ai plusieurs fois vu ça dans des chaînes de retail où les clients ne comprennent pas pourquoi certains distributeurs en boutique n'ont pas la trace de leur dernier achat. Typiquement, vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose qui est maintenant dans les mentalités. Les clientes qui donnent des informations, en échange, elles ont besoin d'un service et d'une personnalisation, d'une réponse finalement à leurs attentes. Et ça, ça se fait par l'intermédiaire de la data, c'est-à-dire qu'on a évidemment des data pour connaître nos clientes, mais surtout pour leur rendre un service et pouvoir anticiper quels vont être leurs besoins et simplifier finalement leur vie, être presque en assistance.
Et ça, nous, on travaille beaucoup au-delà des segmentations classiques basées sur le cycle de vie des clients, sur de nombreux programmes relationnels qui prennent en compte des paramètres liés au comportement des clients afin d'enrichir le dialogue et la conversation continue avec les clients. Donc, on est passé à une autre ère qui est celle, on parlait, je crois que c'est il y a 2 ans, j'entendais Google qui parlait de l'ère de l'assistance avec évidemment la Google Home, mais c'est vrai qu'on est rentré dans ces ères-là parce que les datas que nous avons nous permettent finalement d'anticiper et de faciliter la vie de nos clients. Et aujourd'hui, je pense qu'elles ont toutes compris que en échange des datas, il leur faut du service et c'est pas évident à mettre en place. Ça demande des entrepôts de données, ça demande du travail sur les algorithmes, ça demande des experts en data science, etc. Mais on est vraiment sur cette philosophie-là, avec effectivement une hyper personnalisation qui est d'aller jusqu'au produit et d'aller proposer le bon produit au bon moment à la cliente. Donc ça, c'est la façon avec laquelle vous organisez finalement la relation et le catalogue produit en fonction d'un historique. Je résume un peu grossièrement. Oui, bien sûr. Quand on va à l'extérieur, quand on fait... on parlait tout à l'heure du RSE. Comment vous prenez la parole là-dessus? C'est des sujets qui sont... c'est pas des sujets qui sont tendances, c'est une tendance de fond qui existait avant même le confinement. Moi, j'ai noté un accroissement de la sensibilité des consommateurs au sujet RSE avec la canicule de l'année dernière où on a battu des records de chaleur en l'été de 2019. Et là, j'ai senti, alors c'est complètement subjectif, j'ai pas de chiffres, mais j'ai senti finalement qu'il y avait une prise de conscience sur ces sujets-là et que l'écosystème retail e-commerce en était peut-être un peu plus saisi. Et le confinement a, je pense, joué un rôle d'accélérateur sur ces sujets-là, puisqu'on a vu la globalisation dont on était dépendant, des masques qui ne pouvaient pas arriver à temps, enfin voilà. La position de l'Occitane sur ça? Alors, l'Occitane est depuis, je dirais toujours, puisque quand Olivier Bosson a créé la marque et a commencé à vendre des huiles essentielles, finalement, il allait sourcer ses ingrédients auprès de producteurs qu'il a toujours soutenus. Donc, ça a toujours été dans les gènes de la marque d'aller travailler avec des producteurs et des cueilleurs. Il y a 130 producteurs avec lesquels on travaille et qu'on soutient, et plus de 10 000 cueilleurs en France et un peu au Burkina Faso. Donc, l'Occitane est bien placé pour ça, pour avoir ce discours-là autour des ingrédients et des producteurs qui sont finalement l'âme de la marque. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on a décidé depuis maintenant pas mal d'années de travailler sur le plastique et notamment avec un travail avec TerraCycle qui nous permet d'aller recueillir en boutique des emballages qui ne seraient pas recyclables par ailleurs et qu'on va faire recycler. Tu parles de TerraCycle, je les ai interviewés, donc je souligne le lien avec Laure, probablement, tu dois être en contact avec elle, de TerraCycle, et qui ont aussi une initiative qui s'appelle Loop sur les consignes. Donc je fais juste, excuse-moi de te couper, une petite parenthèse. C'est effectivement une belle initiative et je suis heureux de savoir que l'Occitane travaille avec cette entreprise-là. Alors voilà, donc on s'occupe aujourd'hui effectivement du recyclage, mais aussi et surtout, on veut s'assurer que 100% des bouteilles qui sont fabriquées en plastique puissent être fabriquées à partir de plastique recyclé d'ici 2025. Et puis, on a aussi un partenariat avec une jeune start-up qui s'appelle Plastic Odyssée, qui va mener une expédition autour du monde pour aller sensibiliser finalement les populations locales au recyclage du plastique et de dire que finalement c'est aussi une ressource qu'ils peuvent utiliser aussi pour vivre, et donc la boucle sera bouclée puisqu'on sera bien autour du recyclage de ce plastique
Et c'est un point de communication qui est très important et qu'on met de plus en plus en avant parce qu'il y a cette sensibilité accrue. Enfin, de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, autour du social listening, on le voit bien piquer. Hein, ça remonte beaucoup dans les conversations, aussi parce qu'on en parle, et puis parce que c'est juste fondamental pour aussi l'entreprise. Et notamment Adrien Gégère qui aujourd'hui travaille beaucoup sur ces aspects-là au sein de l'Occitane et qui est le patron de la marque. Bah écoute Christelle, je vais te dire un grand merci pour tout ce partage, pour ces insights, pour aussi ton attitude enjouée et positive qui est toujours agréable. Donc merci d'être venu discuter de ces enjeux et ces perspectives du retail en France, et puis tu nous as aussi un peu parlé de l'international. Merci à Comexposium, l'organisateur des événements One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Digital Marketing de Biarritz pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous tous qui écoutez et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages via LinkedIn ou sur le site Les Digital Doers. Christelle, si on veut te joindre, c'est quoi, via LinkedIn ? Ouais, via LinkedIn, ça serait parfait. Merci beaucoup, Cyril, pour cet échange. C'était vraiment très agréable. Merci à toi. Merci. Allez, au revoir tout le monde.